Donc, je vais vous présenter pendant 10 minutes le bachelor en mathématiques à Genève, un peu plus généralement aussi le master et notre section de maths pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir. Le bachelor en mathématiques, en 2 mots, la durée, c'est entre 6 et 10 semestres. Ça veut dire que la durée normale, entre guillemets, c'est 6 semestres, donc 3 ans. La plupart du temps, les étudiants ont tendance à mettre plutôt 3 ans et demi, 4 ans. Et il y a une limite à 5 ans. Vous avez 5 ans pour faire le bachelor. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans le bachelor en mathématiques? Bien entendu, on vous apprend les bases des mathématiques. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis toute une liste ici de, disons, des grands domaines des mathématiques, l'analyse, l'algèbre, la géométrie, la logique, les mathématiques discrètes, de l'analyse numérique, la topologie, les probabilités, les statistiques. On vous apprend un petit peu tout ça. Mais aussi, vous aurez une introduction à la programmation, vous aurez des cours de physique spécialement destinés aux mathématiciens, c'est-à-dire que vous allez utiliser les outils mathématiques que vous connaissez pour apprendre la physique de manière plus profonde peut-être que peut-être les biologistes ou les chimistes le feront. Et en 3e année, vous avez aussi 3 sujets avancés à choix. Donc, l'essentiel du bachelor en maths, c'est un tronc commun, vous n'avez pas de choix. Mais tout à la fin, en 3e année, voilà, vous avez 3 sujets avancés que vous pouvez choisir à choix, parmi une vaste liste de cours avancés. Et bien sûr, l'objectif de ce bachelor, ça va être, on peut dire, s'il fallait résumer l'objectif en un mot, ce serait, ou en une phrase, ce serait l'acquisition de la méthode mathématique et d'une solide culture dans le domaine mathématique. Je continue avec le bachelor en maths. Donc, quelle est l'organisation hebdomadaire de ce cursus? Donc, vous avez essentiellement des cours et des exercices. Donc, les cours, il y en a à peu près entre 10 et 14 heures de cours par semaine, suivant le semestre. Donc, les cours, c'est ce que vous imaginez. Vous avez le prof au tableau qui explique tout et vous essayez de suivre ce qui se passe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des exercices. C'est donc, là, il y en a à peu près 9 à 10 heures par semaine. Là, vous êtes en plus petit groupe et avec un assistant et vous essayez de résoudre des exercices qui sont liés évidemment au cours que vous avez suivi. Et en première année, on est capable de vous offrir quelque chose d'un peu spécial, ça s'appelle les travaux pratiques. Là, vous êtes carrément en groupe de 3 ou 4 avec un moniteur ou un assistant et vous êtes au tableau. Et là, vous essayez vraiment de résoudre des problèmes au tableau en discutant avec l'assistant. Alors, l'impression fausse qu'on pourrait avoir en regardant, en faisant la somme de ces heures, c'est de se dire, bon, en fait, finalement, étudier en maths, c'est facile parce que c'est, bon, disons, 10 plus 9 plus 1, une vingtaine d'heures de travail par semaine. Alors, pas du tout. Ça, c'est les heures de présence, mais l'essentiel du travail se fait en dehors de ces heures-là. D'accord? C'est très important de comprendre qu'en mathématiques, vous allez passer beaucoup de temps à revoir les notions, à travailler, à tenter de résoudre l'exercice chez vous, enfin, où vous voulez, mais pas pendant les heures qui sont décomptées ci-dessus. Donc, il ne faut pas penser que c'est des études légères, c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est des études qui sont assez difficiles et qui demandent beaucoup de travail, malgré, encore une fois, le faible nombre d'heures de présence requises. Alors, on nous demande souvent quelles sont les aptitudes requises pour faire un bachelor en maths. Et à mon sens, c'est beaucoup de force de travail et de ténacité et bien sûr un goût pour les mathématiques. Donc, il ne faut pas choisir le bachelor en maths par défaut en vous disant, bon, ben voilà, j'aime pas tellement les maths, mais je vais un peu souffrir et puis après, j'aurai un boulot chouette. D'accord, il faut le choisir aussi par goût pour mathématiques, en sachant que vous allez sans doute devoir beaucoup travailler. Et bien sûr que le travail sera plus aisé si vous avez un goût prononcé pour la matière. Ça, c'était donc mes 2 slides sur le bachelor en maths. Je vous parle un petit peu du master, qui est la suite logique du bachelor. Le master, il compte 120 crédits, ça correspond à 4 semestres d'études, mais de nouveau, vous avez en fait jusqu'à 8 semestres, jusqu'à 4 ans pour le faire. Donc, la durée normale, entre guillemets, est 2 ans, même si, encore une fois, peut-être les étudiants en moyenne vont mettre un peu plus que 2 ans. Et la durée limite, ce sera 4 ans. Et cette fois, alors, c'est plutôt un tronc commun. Vous avez des cours avancés à choix, un grand nombre de cours avancés à choix. Et vous avez même ce qu'on appelle des cours à option, qui sont des cours qui sont donnés
en dehors de la section de mathématiques, mais qui ont quand même un rapport avec les mathématiques. Donc, vous pouvez choisir, je ne sais pas moi, peut-être des cours en économie, des cours en physique, des cours en chimie, en biologie, qui auront donc un rapport avec les maths, mais qui ne seront pas des cours de maths. Donc, vous pouvez en choisir 3. Là-dessus, vous avez quelque chose qui s'appelle un travail de lecture, où simplement, voilà, vous lisez des articles ou des chapitres de bouquins et vous êtes dirigé par un enseignant-chercheur qui va vous répondre à vos questions à ce sujet. Alors, évidemment, vous pouvez choisir un peu de faire sur ce que vous voulez. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle un séminaire. Vous êtes par groupe, peut-être une demi-douzaine, et vous choisissez un sujet. De nouveau, vous êtes dirigé par peut-être un prof ou un postdoc ou quelqu'un de plus expérimenté. Et là, c'est vous qui êtes au tableau et qui donnez des exposés sur le sujet en question. Et la fin du master, c'est la rédaction de ce qu'on appelle un mémoire de recherche. Donc, vous avez un travail de master à faire. Donc, vous voyez là, essentiellement, la différence entre le bachelor et le master, c'est que vous allez peu à peu devenir plus indépendant dans votre manière d'apprendre. Vous avez plus de choix dans ce que vous voulez apprendre. Et on peut dire peut-être que l'objectif du master, c'est donc un approfondissement de la connaissance mathématique et aussi une initiation à la recherche, une petite initiation à ce qu'on appelle la recherche en maths. Voilà pour le master en maths. Maintenant, il est possible, si vous avez fait un bachelor en maths, de ne pas continuer avec un master en maths, même si c'est quand même l'option la plus naturelle et celle qui est la plus souvent choisie. Vous avez le choix de faire d'autres masters. Alors, vous pouvez faire un master bidisciplinaire, donc choisir une mineure dans une autre branche et voilà, vous apprendre plus de choses dans cette autre branche. Par exemple, il y a la biologie, la chimie, la physique, l'informatique. Vous pouvez faire un master en mathématiques et sciences informatiques. Alors là, carrément, vous allez faire beaucoup d'informatique pour terminer avec un master en ce qu'on appelle maths info. Mais vous pouvez vous rediriger vers des sciences de l'environnement, des neurosciences, des statistiques, etc. J'ai mis ici une longue liste de masters possibles. Sachez néanmoins que certains de ces masters, vous vous demandez des compléments d'études. D'accord ? Vous n'allez pas pouvoir directement entrer, je ne sais pas moi, en finance HEC Lausanne, directement, sans doute qu'ils vont vous dire, bon, très bien, vous avez un bachelor en maths, c'est très bien, mais peut-être vous allez faire un semestre, 2 semestres de finance pour pouvoir accéder à notre master. Mais voilà, pour vous dire que le master en maths le bachelor en maths donne quand même accès à un assez vaste choix de master. Bien sûr, une question importante, c'est la question des débouchés. Donc, une chose à garder en tête, c'est que le bachelor en maths n'est pas une formation professionnalisante. Donc, vous n'apprenez pas un travail. Okay, quand vous faites des études, j'imagine, en droit, vous apprenez le travail d'avocat, et des études en médecine, vous apprenez le travail de médecin. Quand vous faites des études en maths, vous n'apprenez pas un travail, d'accord? Alors ça, bien sûr, c'est disons, un point faible, entre guillemets, des études en maths, mais c'est aussi un point fort parce que ça veut dire qu'en fait, les débouchés sont extrêmement variés. Donc, vous apprenez quelque chose qui est très fondamental, les maths, mais du coup, c'est quelque chose qui est tellement fondamental que ça se retrouve dans énormément de domaines différents et du coup, ça donne lieu à des débouchés innombrables. Je vous ai donné les principaux ici. Bien sûr, l'enseignement. Donc, une grande partie de nos étudiants vont ensuite enseigner, souvent dans le secondaire public, au cycle, au collège, dans les HES, etc. Si on aime vraiment beaucoup les maths, on peut continuer après le master avec une thèse, ensuite un postdoc et vraiment se lancer dans une carrière universitaire, une carrière académique et faire donc de la recherche fondamentale en maths. Donc ça, bien entendu, ce sera pour vraiment les tout meilleurs étudiants. Vous pouvez aussi faire de la recherche appliquée ou industrielle, ça je m'y connais un peu moins bien, peut-être que Sylvain Sardy pourra vous en dire plus, mais voilà, on emploie des mathématiciens dans la météo, les neurosciences, l'imagerie médicale, les statistiques, etc., etc. Le secteur financier est un très grand débouché, donc beaucoup de mathématiciens, beaucoup d'ex-étudiants en maths travaillent maintenant dans les banques, les assurances, la gestion de fortune, etc. Plus généralement, toute entreprise où les qualités analytiques sont requises vont donner lieu à des débouchés. Je pense au HUG, à Novartis, Nestlé, enfin bref, c'est toutes ces entreprises de taille suffisante qui vont penser qu'un mathématicien va leur être utile. Bien sûr, ils ne vont pas vous embaucher pour faire des maths comme vous les avez apprises chez nous, mais ils savent que avec un bachelor ou un master en maths, vous avez les qualités analytiques requises pour ensuite faire ce qu'ils vous demanderont de faire. Voilà pour les débouchés.
Je vais vous présenter maintenant brièvement la section de mathématiques. Donc, en ce moment, il y a 16 professeurs à la section de mathématiques. Il y a 10 enseignants-chercheurs. Par exemple, moi, je suis enseignant-chercheur. Je suis ce qui s'appelle un MER, maître en enseignement et recherche. Donc, ça fait à peu près 26 enseignants-chercheurs permanents à la section de maths. Et là-dessus, encore 50 assistants doctorants ou post-doctorants. Ce sont typiquement les gens qui vont s'occuper des travaux pratiques, des séances d'exercice, etc., des séminaires souvent, pour environ 150 étudiants. Ce n'est pas un chiffre officiel, d'accord, mais en gros, si vous prenez tous les étudiants ensemble, vous avez peut-être quelque chose comme 150 étudiants. Donc, vous voyez qu'on a la chance d'avoir un relativement grand nombre d'enseignants-chercheurs pour un relativement petit nombre d'étudiants. Donc, ça veut dire qu'on a une ambiance entre guillemets familiale, mais pour sûr, sans guillemets, un encadrement de qualité. Ce n'est pas la même chose que si vous allez étudier et vous retrouvez dans un amphithéâtre avec 400 autres étudiants. D'accord? Bien sûr, la première année, le premier cours, vous allez avoir des cours en commun, par exemple l'analyse avec les physiciens, les informaticiens. Donc, bien sûr, vous aurez ces grands amphithéâtres avec beaucoup de monde, mais très vite, vous allez vous retrouver dans des plus petites classes. En deuxième année, vous serez typiquement 30-40 dans la classe. Donc, très vite, vous allez pouvoir vraiment discuter avec les enseignants-chercheurs. Donc, c'est ce que j'appelle, ce que je veux dire par ambiance familiale et encadrement de qualité. Alors, je me dois aussi de parler de l'excellence académique de l'action de mathématiques. Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé de comment on enseigne, comment on va vous aider à bien comprendre les maths. Mais il faut aussi dire qu'à Genève, il y a une recherche de très grande qualité. En particulier, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle les Medai Fields. C'est un peu l'équivalent des prix Nobel en mathématiques. En tout cas, c'est le prix le plus prestigieux qui existe en mathématiques. Et il s'avère qu'il y a 3 médaillés Fields qui sont très fortement liés à Genève. Vaughan Jones, qui a eu la médaille Fields il y a maintenant 30 ans, qui a fait son doctorat à Genève. Stanislas Smirnov, médaille Fields il y a 10 ans, 12 ans, qui est professeur à Genève. Et Martin Herrer, qui a eu sa médaille Fields il y a maintenant 8 ans, qui a fait ses études à Genève entre 1994 et 2001. Il s'avère que j'ai commencé mes études en 1994. Je me suis assis sur les bancs de l'université à Genève. À côté de moi, il y avait Martin Herrer. Voilà, il a eu sa médaille Fields. Ça montre quoi? Ça montre que ça ne veut pas dire que si vous commencez vos études chez nous, vous allez avoir une médaille Fields, mais ça veut dire que si vous commencez vos études chez nous, vous avez la possibilité d'avoir une médaille Fields. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que quand vous faites vos études chez nous, les études sont suffisamment, disons, l'enseignement est suffisamment bien donné pour en tout cas vous donner cette possibilité. De même, si vous faites un doctorat chez nous, l'encadrement est suffisamment bon pour vous donner possiblement la possibilité donc d'avoir une médaille Fields. Et on a des professeurs chez nous, un professeur en tout cas pour l'instant, qui a la médaille Fields. Tout ça pour dire qu'à tous les niveaux, on a une certaine excellence, en tout cas potentiellement. On a une grande visibilité internationale, une très grande activité de recherche dans les domaines qui sont écrits ici. Encore une fois, pour vous, ça ne vous impacte pas énormément lorsque vous commencez vos études chez nous, mais peu à peu, lorsque vous allez avancer dans vos études, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous de savoir que voilà, il y a une très grande activité de recherche. Peut-être que ça vous encouragera à y participer. On a en particulier un pôle de recherche en physique mathématique qui s'appelle SwissMap et qui a donc son siège principal à Genève. Pour en savoir plus, donc vous avez vu, je pense, il y a un sorte de stand virtuel avec plein d'informations. Vous pouvez cliquer pour avoir bien sûr les plans d'études, etc. Mais il y a aussi ma page de conseil aux études. Donc là, vraiment, c'est une page qui contient tous les liens qui me semblent utiles pour en savoir plus sur les études à Genève. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation. Et ce que je vous propose encore une fois, c'est que pour ne pas trop hacher la chose, je vais directement céder la parole à mon collègue Sylvain Sardy. Et puis encore une fois, donc, il parlera pendant peut-être 20 minutes et après, on prendra vos questions. David Chimazoni, comme il l'a souligné, lui, il fait des maths pures et moi, je fais des mathématiques appliquées. Je m'appelle Sylvain Sardy, je suis statisticien et je vais vous parler de maths appliquées à travers une expérience que j'ai eue avec un cosmologue de l'Université de Genève qui travaille dans le cosmos, dans les étoiles. Et je vais vous montrer que l'utilité des mathématiques dans une science appliquée, notamment la cosmologie, mais ça s'applique aussi dans plein d'autres domaines, la médecine, l'économie, la finance, etc.
Donc, en fait, je vais vous raconter une petite histoire d'une collaboration avec un cosmologue qui un jour venu me voir dans mon bureau, qui m'a dit, il m'a montré cette image et il m'a expliqué comment un satellite avait été envoyé dans l'espace avec un télescope et comment ce télescope avait pris cette image et quel était le but de cette recherche scientifique. Donc, il est venu dans mon bureau avec cette image. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment, à partir d'un problème concret, un problème scientifique, on peut développer un modèle mathématique et probabiliste pour répondre aux questions du cosmologue. Voilà. Donc d'abord, ce qui est important quand on fait du mathématique appliquée, c'est de bien comprendre le problème du scientifique. Et donc, on dialogue avec lui pendant un moment. Et donc, il m'explique que cette image, en fait, est faite d'environ 1000 pixels fois 1000 pixels. Et que chaque pixel, on va prendre avec la souris ici, je pense que vous la voyez, je prends le pixel qui est par ici, un petit pixel qui est assez bleu foncé, c'est un pixel, donc c'est un pixel qui représente une région du cosmos. Donc, une région du cosmos qui est plutôt sombre, alors que là, j'ai une région du cosmos où j'ai un gros point rouge ici, et donc on voit clairement qu'il y a spatialement, il y a une variation de l'intensité de l'image. Donc, en fait, il m'explique au centre de l'image, ici, il a pointé son télescope vers un amas de galaxies. Un amas de galaxies a plein de gaz à l'intérieur qui émettent des particules et qui partent dans tous les sens, notamment des particules qui arrivent sur le télescope. Donc, si je prends un pixel qui est ici, il est un pixel qui est très rouge. Pourquoi? Parce qu'on est dans un amas de galaxies et cet amas de galaxies, il y a beaucoup de gaz ici et les gaz émettent donc des particules qui viennent taper les capteurs du télescope. Et quand une région du télescope, un capteur du télescope reçoit beaucoup de particules, eh bien, c'est reflété par du rouge. Dans cette région, un peu plus loin du centre de la galaxie, on est en jaune. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de particules qui viennent taper mon capteur. Et puis, plus je m'éloigne, plus c'est le nombre de particules qui viennent taper mes capteurs sont faibles. Voilà. Et donc, le but du scientifique ici, c'est de comprendre à quelle vitesse décroît l'intensité de gaz à l'intérieur de cet amas de galaxies. Donc, à l'intérieur, il y a une forte émissivité, et plus on s'éloigne, plus ça décroît. Mais à quelle vitesse ça décroît, c'est très important pour lui. Et selon les types de galaxies, on a une décroissance qui est plus ou moins élevée. Voilà. Donc ça, je comprends son problème. Et ce que je vois aussi, je lui dis, mais d'accord, il y a la galaxie ici, et comme moi, je pense que vous avez observé qu'il y a des régions de l'espace ici où j'ai des pixels, des petites régions. Ici, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, qui sont très petites, mais qui émettent aussi beaucoup de particules. Alors là, je pose la question, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Donc là, il m'explique effectivement qu'il y a des régions du cosmos qui sont plus loin que cet amas de galaxies, qu'ils appellent des point sources. Et ces point sources, c'est des régions très petites qui émettent énormément de particules. Voilà. Donc, je dis, OK, c'est intéressant. Et il me dit, ouais, c'est des pixels, c'est des régions qui sont vraiment plus petites qu'un pixel, mais c'est très, très loin et ça émet beaucoup. Je dis, d'accord, c'est plus petit qu'un pixel, mais ce que je vois ici, c'est qu'en fait, là, il y a c'est plus gros qu'un pixel. Il y a peut-être une trentaine de pixels ici qui semblent émettre beaucoup. Donc là, il m'explique qu'en fait, c'est que il y a un phénomène de floutage. C'est que le télescope est un peu myope, les particules ont tendance à un peu se disperser, et donc plutôt que de voir une point source très précise sur un pixel, ça a tendance à disperser. Donc c'est un peu comme si nous, vous et moi, on était myopes, il va falloir qu'on corrige ce phénomène de floutage. Donc ça, c'est important aussi. Et ce qu'on aimerait, c'est que l'estimation de l'intensité de gaz à l'intérieur de l'amas de galaxies ne soit pas influencée par ces points ici qui n'ont rien à voir avec l'amas de galaxies. Et enfin, ce que vous observez comme moi, c'est qu'on voit des lignes en travers de cette image, et ces lignes, clairement, ne sont pas sont liées à un autre phénomène qui n'est pas ce qui se passe dans le cosmos, très loin dans le cosmos. Et il m'explique qu'en fait, son télescope, il est fait de plaques électroniques. Et en fait, ces lignes, ce qu'on voit, c'est en fait à l'intersection de plusieurs plaques, on a une capacité à mesurer qui est moins bonne qu'au milieu de la plaque. Voilà. Donc tout ça, il va falloir le mettre en équation grâce aux mathématiques pour pouvoir répondre à la question quelle est la décroissance
du gaz à l'intérieur d'amas de galaxies. Voilà, donc là, une fois que j'ai compris ça, j'ai essayé de schématiser un peu ce que j'avais compris avec lui. Là, ici, on voit la Terre. Là, on voit le télescope qui a été envoyé autour de la Terre. Et ce télescope pointe ses capteurs vers un amas de galaxies qui est représenté ici. Et en fait, chaque pixel de cette image ici va intégrer de 0, qui est ici, jusqu'à l'infini, toute l'énergie qui passe à travers, toute l'énergie gazeuse qui passe à travers cet amas de galaxies. Donc, par exemple, ici, on a une région qui est on a des pixels de l'image qui sont plutôt sombres. Pourquoi? Parce que quand on détecte de 0 à l'infini, on passe à travers quasiment rien. Par contre, si je prends un pixel qui est jaune ici, c'est un pixel qui va intégrer de 0 ici jusqu'à l'infini, mais qui va passer par du gaz. Donc, il aura tendance à être plutôt brillant. Et ce qui va se passer des fois, là j'ai un pixel qui est loin du centre de l'amas de galaxies, mais le pixel est plutôt brillant. Pourquoi? Parce que quand j'intègre de 0 à l'infini, je passe par un de ces points sources dont il m'avait parlé. Là, on voit 1, 2, 3 points sources. Voilà. Donc, voilà l'illustration schématisée de ce qui se passe. Et maintenant, il faut mettre en équation en utilisant des mathématiques, il va falloir utiliser des mathématiques pour mettre en équation son expérience. Alors, donc, il va falloir utiliser des symboles, parce qu'en maths, on aime bien utiliser des symboles. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a chaque pixel a une intensité I, et chaque pixel est indexé par une latitude X et une longitude Y galactique. Ils appellent ça longitude et latitude galactique. Donc, j'ai des pixels XI d'intensité I pour un point X et un point Y, longitude et latitude galactique. Et ces points X, Y constituent mon image. Quand I est élevé, ça veut dire que je fais face à un point source ou je fais face au centre du Galaxy Cluster. Sinon, si I est faible, c'est que je suis en périphérie de l'amas de galaxies. Voilà. Au centre donc, de l'amas de galaxies, la densité gazeuse est très élevée. Donc, la densité de gaz, on peut la représenter par une fonction f de x, y, le même xy qu'on a ici, et z. Z, c'est ma distance de mon télescope jusqu'à l'amas de galaxies. Donc, c'est une fonction f qui est inconnue, que j'aimerais estimer. Et en plus, j'ai des sources ponctuelles, ce que j'appelle les point sources, qui sont qu'on peut représenter par une matrice S, XY, où X, encore une fois, la latitude et la longitude galactique. La plupart du temps, face à mon télescope, je n'ai pas de point source, je n'ai pas de source ponctuelle. Donc, la plupart du temps, S va valoir 0, mais dans quelques cas, S va être très, très élevé. On voit aussi qu'il y a des défauts à travers les plaques. D'accord, à travers les plaques qui constituent le télescope. Et il y a aussi ce phénomène de floutage. Voilà. Donc ça, c'est les ingrédients principaux de ces données. Et le but, c'est d'estimer cette densité de gaz F de X, Y, Z à l'intérieur de l'amas de galaxies. Le modèle mathématique, c'est de dire qu'on a on va dire qu'on a une matrice E. Vous savez ce que c'est qu'une matrice? C'est un tableau de chiffres qui a un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Cette matrice E, elle a pour but de représenter la sensibilité du télescope. Donc, ça, c'est pour modéliser ce qui se passe à l'interface entre deux plaques électroniques qui constituent le télescope. Donc, E va nous représenter la sensibilité du télescope. B, c'est la matrice de floutage. Je vous ai dit que le télescope était un peu flou. Donc, B, ça serait une matrice qui va représenter le floutage. Et les données qu'on a observées, qui vont varier au cours du temps, selon que le gaz émette de façon aléatoire des plus ou moins de particules. Les données I, on va les voir comme des réalisations de variables aléatoires. Donc là, qui dit variable aléatoire dit probabilité. Là, on fait appel aux probabilités. Et on va dire que les données I proviennent d'une variable aléatoire grand I, qui suit une noix de poisson de paramètres mu. Alors là, je vous parle de choses qui sont peut-être un peu
qui vous sont peut-être un peu étrangères aujourd'hui, mais quand vous ferez des probabilités, vous verrez ce que c'est qu'une noix de poisson. Ce sera un cours que vous aurez en troisième année ici. Vous ferez des probabilités en troisième année. Vous verrez ce que c'est qu'une variable aléatoire, ce que c'est qu'une noix de poisson, ce que représente ce tilde, ça veut dire qu'il suit une loi de poisson, de paramètre mu. Et ce paramètre mu, c'est la composée la matrice de floutage composée avec la matrice de sensibilité du télescope et composé avec ce paramètre nu. Et ce paramètre nu représente quoi? L'intégrale de 0 à l'infini. Donc, quand pour tout point x, y, x c'est la latitude, y c'est la longitude, je vous ai dit que j'allais regarder tout ce qui se passe le long d'une ligne qui part de mon capteur jusqu'à l'infini. Donc, je vais intégrer de 0 à l'infini et tout ce qui se passe devant mon télescope. Et à un moment, je vais passer à travers mon amas de cluster qui a une densité gazeuse f de x, y, z qui est inconnue. D'accord? Et plus des sources ponctuelles. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des données I qui sont reliées à notre quantité d'intérêt F via des matrices, des composés de matrices, des intégrales. Vous avez déjà vu ce symbole-là. Donc, les intégrales, vous voyez que ça sert à quelque chose dans la réalité. Et mon but, c'est à partir de mes données I, à partir de mon image, retrouver cette fonction f qui est cachée derrière la matrice de floutage, la matrice de sensibilité, qui est cachée derrière cette intégrale et qui est potentiellement affectée par des points sources. Donc, c'est un problème plutôt complexe. On va faire une hypothèse de plus, c'est que la densité gazeuse, elle est symétrique. Donc, spatialement, quand on s'éloigne d'une distance R du centre de la masse cluster, on a la même densité gazeuse. Une hypothèse qui est plus ou moins vraie, parce que certains amas de cluster sont un peu elliptiques, auquel cas cette hypothèse serait violée. Et pour l'instant, c'est l'hypothèse qu'on fait. Et si tel est le cas, eh bien, on n'a plus une fonction à 3 variables à estimer. On n'a plus que maintenant une fonction qui dépend d'une variable, la distance R, du centre jusqu'au centre de l'amas de galaxies. Et si tel est le cas, l'intégrale dont je vous parlais auparavant, c'est simplement une transformée de cette fonction f qui s'appelle la transformée d'Abel. Bref, beaucoup de maths, vous n'êtes pas là pour tout comprendre aujourd'hui, mais le but de vos études, ça sera de pouvoir manipuler ces objets mathématiques. Donc là, j'ai parlé de probabilité, j'ai parlé d'intégrale, j'ai parlé de matrice. Donc tous ces cours-là, c'est des cours que vous suivrez ici en première, deuxième, troisième année. Et donc à la fin, mon modèle, c'est mes données I proviennent d'une loi de Poisson avec cette composée. Tout est connu. Ici, B, c'est connu. E, c'est connu. La transformée d'Abel, c'est connu. La seule chose qui est inconnue, c'est cette fonction de densité gazeuse radiale qui est inconnue. Et à partir des données I, le but, c'est de retrouver ces fonctions F. Voilà. Donc là, on a appliqué notre méthode qui, à partir des données de l'image, cherche à retrouver la densité gazeuse. Il nous a donné ici, je vous montre ici 5 images de différents amas de galaxies. On a 5 amas de galaxies différents. Donc, il a pointé son télescope dans 5 régions différentes du cosmos. Voilà les images qu'il a prises. Et voilà la reconstitution en rouge, notre reconstitution de la fonction de densité radiale. Au centre, ici, quand R vaut 0, on a une forte, la densité gazeuse est très élevée. Et plus on s'éloigne, plus la densité gazeuse diminue. Donc ici, on voit que la décroissance est plus ou moins forte selon qu'on a affaire à différents types d'amas de galaxies. Donc lui, mon collègue cosmologue, quand on a réussi à lui donner ces fonctions rouges, ce qui demande beaucoup de calculs sur ordinateur, qui demande beaucoup de temps calcul, de programmation aussi, et qui demande la manipulation de ces objets mathématiques. Une fois qu'on lui a donné ces fonctions-là, il était très content. Ça nous a amené à une publication dans un journal de statistiques. Et c'est aujourd'hui un outil mathématique qui est utilisé par les cosmologues. Voilà, donc les mathématiques, ça sert à plein de choses, notamment à résoudre des problèmes en sciences, en physique, en biologie, en chimie, en neurosciences, en médecine, en finance, en économétrie, en sciences actuariales. Donc, comme David vous disait, vous pouvez plus tard après avec un bachelor en maths, aller travailler dans ces différents domaines. Vous pouvez travailler en HEC, vous pouvez faire de la finance, vous pouvez faire plein de choses. Avoir une solide formation en mathématiques, ça vous sera utile, et en plus, ça va vous rendre attractif sur le marché de l'emploi. C'est bien aussi de savoir programmer, pour si vous le travaillez dans l'industrie, mais vous pouvez aussi faire une thèse en maths plus tard. Donc, tout ce que vous a parlé David, voilà, ça vous offre plein de débouchés
Et on souhaite vous voir nombreux ici participer au développement des mathématiques et à l'enseignement ici à l'Université de Genève.